Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous sommes ravis au niveau du CRP Sud Nouvelle-Aquitaine, basé à Bordeaux, de vous accueillir pour ce second, mais qui ne sera que le deuxième, parce que j'espère qu'on va en faire d'autres, en 2025, webinaire de l'année. Nous en avons déjà eu un, je pense, sur la pédopsychiatrie organisé en début d'année par ma collègue, le docteur Séverine Blot, sur les cauchemars traumatiques chez l'enfant avec une de nos collègues de Strasbourg qui est le docteur J. Rawlings et que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Charles Perrins puisque tous nos webinaires sont enregistrés. Mais ce soir, nous avons, moi j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Amélie Daveluy que nous avons déjà eu en présentiel au CRP car je me suis rapprochée de cette collègue qui fait un métier que je ne connaissais pas très bien jusqu'à ce que je la rencontre, puisqu'en fait, elle est pharmacienne, mais elle est surtout pharmacologue et responsable du centre d'addicto-vigilance de Bordeaux et des Outre-mer. Alors, je pense que nous, les psychiatres, on a l'habitude de s'articuler avec la pharmacovigilance, mais l'addictovigilance, peut-être que pour les addictologues, c'est une chose facile, mais pour nous, psychiatre, va-t-on dire, de terrain de base, c'était un monde que je ne connaissais pas jusqu'à l'affaire Pellico, et qui a mis en évidence tous ces questionnements, toutes ces interrogations, et qui a fait le focus donc sur tous les process de soumission chimique, et qui nous a permis à nous de nous interroger au niveau du CRP également sur qu'est-ce que c'est, quelles sont les spécificités, comment doit-on réagir, parce qu'on a été aussi sollicité par nos patientes qui arrivait en disant dans une soirée étudiante, en l'occurrence c'était effectivement pas mal d'étudiantes, j'ai été victime de soumission chimique, on m'a mis des choses dans un verre, on a essayé de m'injecter des produits avec une seringue, etc. Donc il me semblait important de pouvoir bénéficier de l'éclairage du docteur Daveluy. Voilà. Donc merci à tous d'avoir répondu présent. J'espère que ça répondra à certaines de vos interrogations. On est parti pour 45 minutes, 1 heure de présentation de la part du docteur Daveluy. Et puis, comme d'habitude, après, on ouvrira les questions pour qu'elle puisse éclairer des points qui pourraient pour vous rester en suspens. Voilà. Amélie, je vais vous laisser la parole, sauf si quelqu'un autour de la table, de cette grande table virtuelle qui nous réunit ce soir, a quelques questions à poser. Est-ce que tout le monde est OK? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous êtes installé confortablement chez vous pour suivre son intervention? Tout est OK. Eh bien, écoutez, je pense qu'on n'a pas de soucis techniques. Donc, Amélie, je vais vous laisser la parole et je vais vous laisser intervenir sur ce thème d'actualité, mais finalement sur lequel vous travaillez depuis de nombreuses années. Donc, finalement, l'affaire Pellico, oui, mais préoccupation de longue date malgré tout pour vous. Oui, tout à fait. Bonjour, merci beaucoup de votre sollicitation ce soir. Pour l'instant, tout se déroule bien. On s'est entraîné avec Madame Vaillant pour faire le partage d'écran, donc j'espère que ça va refonctionner. Je vais mettre mes diapos. J'ai pas l'impression que ça... Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon, on voit bien votre diaporama. Très bien, très bien. Oui, merci beaucoup de me convier à cette réunion pour vous parler donc effectivement de la soumission chimique. Peut-être avant de commencer par la soumission chimique, vous expliquer un petit peu comment nous en sommes venus à nous occuper de soumission chimique. Donc, voici le plan que je vais suivre pour ma présentation. Tout d'abord, vous faire un petit point sur l'addictovigilance, puisque effectivement, c'est une vigilance qui n'est pas très connue, même si c'est la deuxième plus ancienne avec les pharmacovigilants. Donc, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont nos missions. Vous parlez de l'enquête soumission chimique, qui est donc une enquête que l'on suit depuis plusieurs années.
même si on en entend beaucoup plus parler ces derniers temps. Et faire dans le lien avec cette enquête soumission chimique des focus sur des produits peut-être un peu particuliers dont on entend de plus en plus parler et qui peuvent être impliqués plus ou moins dans la soumission chimique. Et puis on verra des perspectives peut-être un peu optimistes. Alors, l'addictovigilance, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une vigilance qui a été créée par la pharmacovigilance au tout départ, qui s'est rendu compte que certains médicaments pouvaient être détournés de leur utilisation et se sont dit il faut qu'on surveille ces détournements à la recherche d'effets psychoactifs. Et donc, ça a été la naissance de l'addictovigilance. Donc, qui va s'occuper de surveiller, d'évaluer et de prévenir tous les cas d'abus, d'usage détourné, de pharmacodépendance et surtout de toutes les complications sanitaires qui sont liées à la consommation de substances psychoactives. Alors, dans ces substances psychoactives, au départ, c'était effectivement les médicaments qui étaient quand même les plus impliqués. Alors, je vous en ai cité quelques-uns, hein, mais la liste n'est bien sûr pas exhaustive. Vous voyez qu'il peut y avoir des médicaments un petit peu atypiques, comme par exemple la thianeptine, qui peut être un médicament qui est détourné pour ses propriétés psychoactives. Et c'est peut-être pour les plus anciens, c'est pour cette raison qu'en 2011, les conditions de prescription et de délivrance de ce médicament ont été revues pour que l'accès soit moins facile. On va également s'occuper de drogues. Alors, dans les drogues, je mets plutôt les drogues illicites. Donc là, j'ai cité la MDMA, qui est l'ecstasy, l'héroïne, la cocaïne, les catinones de synthèse, qui sont des nouveaux produits de synthèse qui apparaissent depuis une vingtaine d'années, qui sont bien implantés sur notre panorama de drogue et pour lequel il faut être également vigilant, même si elles sont encore beaucoup plus rares que les drogues les plus classiques. On va également s'intéresser aux plantes hallucinogènes. Donc là, j'ai cité la datura ou les champignons. Et puis d'autres substances, et on en parlera un petit peu à la fin de la présentation. L'AGBL, la gamma-butyrolactone, qui est le précurseur du GHB. Je détaillerai un petit peu plus tout à l'heure pour vous expliquer ce que c'est. Ou encore d'autres substances qui sont très utilisées dans le milieu étudiant, qui sont les poppers et le protoxyde d'azote. Alors nous, dans notre vigilance, on ne va pas s'occuper de l'alcool et du tabac spécifiquement. On va les regarder comme produits associés, mais pas comme produits utilisés comme substances psychoactives. Alors, c'est vrai que vous disiez que les addictologues nous connaissent bien. C'est vrai, on travaille bien avec eux, mais il faut savoir qu'en addictovigilance, en fait, on va s'intéresser aux conduites addictives et pas uniquement aux troubles de l'usage. Et en fait, même une personne qui va consommer une seule fois et donc n'a pas de trouble de l'usage avec une substance et va avoir un problème de santé, cette personne peut rentrer dans l'addictovigilance. Donc, on s'intéresse effectivement, on est très lié à tout ce qui est addictologie, mais toute consommation sans qu'il y ait forcément les critères du DSM remplis peut également faire l'objet d'une déclaration d'addictovigilance. Donc, comme je vous le disais, on a été créé dans les années 90 et sur le même modèle que la pharmacovigilance. Donc, on va travailler en réseau. Vous voyez sur cette carte de France l'ensemble des 13 centres d'addictovigilance. Alors, on parle de centres d'addictovigilance, mais anciennement, nous étions des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance addictovigilance. Donc, notre acronyme, c'est CEIPA. Et dans ces centres-là, nous avons des experts en pharmacologie clinique ou fondamentale, des médecins, des pharmaciens et je ne l'ai pas rajouté sur cette diapositive, mais à Bordeaux, nous avons la chance et nous sommes les seuls à avoir également un psychologue dans notre centre.
Vous voyez que les territoires sont un petit peu, on a plusieurs régions, on a des régions où il y a plusieurs centres d'addictovigilance parce qu'en fait, on existe depuis avant la réorganisation des régions. Et donc, en Nouvelle-Aquitaine, il y a 2 centres d'addictovigilance, un à Bordeaux et un à Poitiers, Poitiers va plutôt s'occuper de tout ce qui est anciennement Poitou-Charentes et Limousin. Et à Bordeaux, on s'occupe de l'ex-Aquitaine et de l'ensemble des départements et régions d'outre-mer. Donc c'est un système qui est unique en Europe, qui se rapproche un petit peu plus de ce qui existe aux États-Unis. Et donc on est un petit peu atypique sur ce terrain-là. Alors nos missions, c'est, comme je vous le disais, la surveillance au niveau local. C'est pour ça qu'on est vraiment territorialisé au niveau local, au niveau régional, et toutes ces données régionales vont aboutir à une surveillance nationale quand on travaille en réseau. Et cette surveillance va permettre de mettre en avant des alertes sur certains produits ou sur certains médicaments. Et ces alertes, on les retransmet aux autorités sanitaires, donc aux autorités sanitaires nationales. Pour nous, notre tutelle, c'est l'Agence du médicament et des produits de santé, l'ANSM, mais également aux autorités sanitaires régionales, l'ARS. Donc ça, c'est notre première mission. Cette surveillance, elle se base sur la participation des professionnels de santé, mais aussi des autres professionnels et des patients sur ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que l'ensemble de ces professionnels va nous faire remonter des informations, des cas d'addictovigilance pour nous signaler des choses qu'ils observent sur le terrain. En échange, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la déclaration et c'est pas toujours évident de déclarer un cas parce que ça prend du temps, on n'y pense pas, etc. En échange, on est là également pour tout ce qui est soutien, expertise et information. Et cette information, elle est là pour les professionnels. Donc je parle des professionnels de santé, mais c'est aussi les professionnels tout venant qui peuvent travailler avec des personnes qui sont en contact avec des substances psychoactives et bien sûr, information aussi au niveau des patients. Donc nous sommes là en tant que centre d'addictovigilance pour répondre aux questions que vous vous posez. Par exemple, qu'est-ce que je vais vous donner un exemple vraiment très, très actuel puisque ça fait l'objet d'une alerte qu'on va certainement envoyer dans les jours qui viennent. J'ai un patient qui prend du CBD et alors qu'il vient de changer de marque parce que son bureau de tabac n'avait plus la marque habituelle, dès la première ou deuxième taf, il a présenté une angoisse, une paranoïa, un malaise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, donc nous, on est là pour répondre à ce type de questions en vous retransmettant ce que d'autres professionnels nous ont transmis. Et effectivement, actuellement, on a des signaux qui nous montrent qu'il y a des cas de produits à base de CBD qui contiennent des cannabinoïdes de synthèse, donc qui sont des nouveaux produits de synthèse dont je vous parlais tout à l'heure avec les catinones, extrêmement puissants et qui peuvent entraîner des effets délétères chez les patients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. On est là pour vous aider quand vous avez des questions sur des produits. On est également là pour répondre aux autorités sanitaires en tant qu'experts sur des particularités. Alors, pour ce travail, on va avoir besoin d'animer un réseau. Donc ça aussi, ça fait partie de nos missions qui sont déterminées par décret. Un réseau qui va être avec des partenaires très multiples. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, on a pas mal de difficultés dans notre travail. C'est qu'on est en présence d'événements rares. C'est vrai que tout le monde ne consomme pas tout le temps des substances psychoactives, même si c'est quand même de plus en plus en augmentation. On est sur des activités qui sont souvent illégales. Même si le CBD peut s'acheter dans des magasins qui ont pignon sur rue, c'est pas le cas du THC, c'est pas le cas
certaines, de l'ecstasy, etc. Donc, on est quand même sur des substances qui peuvent être, dont on n'a pas envie forcément de parler. C'est des phénomènes qui sont en évolution très rapide. On voit qu'il y a un changement dans l'évolution des substances, dans les évolutions de consommation également. On le verra tout à l'heure avec le protoxyde d'azote. On a des substances qui parfois sont inconnues, hein, comme je vous le disais, là, avec ce qu'on observe avec le CBD qui semble être frelaté, ben on essaye de mettre en place des analyses toxicologiques pour essayer de savoir ce qui est consommé et ce qui entraîne ces effets qui ne sont pas ceux attendus avec le CBD. Et puis, on a aussi un énorme problème, et je pense que le fait qu'on ne soit pas connu fait que ça s'explique très bien, c'est qu'on a une très forte sous-déclaration des cas. Et comme je vous le disais tout à l'heure, sous-déclaration aussi, parce que même si on nous connaît, déclarer un cas, ça prend du temps. Et l'idée, c'est que nous, on n'est pas là pour vous prendre du temps, mais pour vous aider à déclarer le plus simplement possible et à vous aider à prendre en charge le patient. Alors, pour répondre aussi à toutes nos missions, on a mis en place depuis plus de 20 ans une surveillance multisource. Alors, vous voyez sur ce qu'on appelle notre marguerite, l'ensemble de nos partenaires en addictovigilance, donc qui sont les usagers. Alors, les usagers qui peuvent être en prison, qui peuvent être sur les forums, des usagers directs. Les usagers qui vont en XAPA-CARUD, ça peut être des structures de soins, donc les XAPA-CARUD, les établissements de santé, donc toutes les personnes qui travaillent dans les structures de soins. Bien sûr, les professionnels de santé, la police et la justice. On travaille beaucoup aussi avec les toxicologues analystes pour, comme je vous le disais tout à l'heure, essayer de savoir ce qu'ont consommé les patients. Et on le verra, c'est très important dans la problématique de la soumission chimique. On a également un focus sur les ordonnances parce que pour tout ce qui est médicaments, comment obtenir des médicaments? Alors, ça peut être sur le marché noir, dans la rue ou sur Internet, mais ça peut être également en faisant des fausses ordonnances. Et on a un système de surveillance des ordonnances pour voir quels sont les médicaments qu'on va retrouver sur ces ordonnances. Donc, on met en place une surveillance qui est proactive, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller solliciter chacun de nos partenaires. Alors, on le verra tout à l'heure, on a un bulletin d'addictovigilance qu'on envoie régulièrement. Ça permet de faire rappeler à nos partenaires qu'on existe et que peut-être que la problématique dont on va parler avec eux va les sensibiliser et leur dire bah oui, moi j'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps. Comme vous le voyez, ça implique de multiples acteurs qui sont très différents les uns des autres, qui ne travaillent pas au même endroit. C'est vrai que quand on travaille avec la police, c'est pas la même chose que quand on travaille avec un médecin du CHU qu'on peut aller voir dans son service. Et donc, on a mis en place des outils spécifiques qui vont être adaptés à nos thèmes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en addictovigilance, on travaille sur ce qu'on appelle la notification spontanée. Donc, c'est ce que vous avez ici, c'est-à-dire que tout le monde peut déclarer un cas d'addictovigilance. Donc, l'exemple que je donnais avec le CBD, par exemple, ou encore, on commence à parler de la soumission chimique, mais on va vraiment en parler en détail tout à l'heure. J'ai une de mes patientes qui est allée à une soirée et qui pense avoir été victime de soumission chimique. Elle est allée aux urgences, il y a eu des analyses, je vous envoie le compte-rendu. Donc ça, c'est une déclaration spontanée. Cette déclaration spontanée, elle est obligatoire pour tous les professionnels de santé, pour tout ce qui est cas grave d'addictovigilance. Pour les autres, c'est vraiment une possibilité et une recommandation, mais il n'y a pas d'obligation. Donc, vous voyez que tous ceux qui peuvent faire des déclarations spontanées sont entourés en vert, donc police, justice, les usagers, bien sûr, les structures, enfin toutes les personnes qui travaillent dans les structures de soins et les professionnels de santé. Alors, comme je vous le disais, il y a une forte sous-notification. Donc, on a mis en place des outils pharmaco-épidémiologiques dont
qui commencent là aussi à dater, hein, à avoir chacun une vingtaine d'années. On a 2 enquêtes sur les décès. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails hein, aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet, mais c'est pour un peu vous expliquer tout ce qu'on essaie de voir à partir de nos données. Les décès, donc on va travailler avec la police et la justice, beaucoup les médecins légistes et beaucoup aussi les toxicologues analystes, c'est-à-dire qu'on va essayer de savoir dans les décès d'origine suspecte, quelles sont les substances impliquées et quelles sont les substances psychoactives qui vont tuer le plus. On a 2 enquêtes chez les pharmaciens d'officine. Donc la première, OSIAP, sur les ordonnances falsifiées, et la seconde sur les prescriptions d'antalgiques stupéfiants en officine, et qu'on va essayer de modifier un petit peu pour essayer d'avoir un petit peu de données sur le potentiel les risques d'addiction chez les patients traités par ces médicaments. On a une autre enquête qui s'appelle Opidum, qui elle est surtout réalisée auprès des XAPA-CARUD et des établissements pénitentiaires, où là, on va interroger ces populations, souvent des populations précaires, sur leur consommation dans la semaine qui précède l'enquête, donc une fois par an. Et comme ça, on a une photographie une fois par an de cette population particulière sur leur consommation, qui sont souvent des patients qui sont traités par traitement de substitution aux opiacés, mais qui consomment aussi beaucoup de substances à côté. Et puis, on a l'enquête soumission chimique, qui, elle aussi, va être en lien avec la justice, puisque c'est une enquête médico-légale, en lien avec les toxicologues analystes, puisqu'on a besoin de savoir quelles sont les substances qui sont impliquées dans la soumission chimique. Ça fait partie de notre mission d'addictovigilance. Et puis, bien sûr, les médecins ou les autres professionnels qui peuvent avoir des liens avec les victimes de soumission chimique. De façon, mais là aussi, je n'en parlerai pas. On travaille également sur les données de santé. Donc, c'est ce rond-là dont je n'ai pas parlé. On travaille sur les données de pharmacovigilance et d'addictovigilance, sur les données hospitalières, sur les données de l'assurance maladie pour avoir des informations sur d'autres données. Et l'idée, donc, quand je vous parlais de triangulation des données, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir pour un produit qui peut poser problème, s'il pose problème au niveau de la déclaration spontanée, s'il pose problème dans la population précaire de l'enquête Opidum, s'il pose un problème de soumission chimique, et cette évaluation, cette triangulation de notre évaluation, on va la retransmettre à l'Agence du médicament et des produits de santé pour leur dire, là, il y a un problème avec ce médicament, il y a un problème avec ce produit, et il y a des recommandations qui doivent être prises. Ce n'est pas nous qui les prenons, on les présente à l'Agence du médicament et c'est eux qui prennent les décisions. Voilà pour qui nous sommes. Je pensais que c'était important de vous présenter comment on travaille avant de vous parler de la soumission chimique. Vous voyez, c'est juste une toute petite part de notre activité, même si c'est une part qui est quand même assez importante en termes de complications chez les victimes. Donc, avant d'entamer la soumission chimique, je voulais un petit peu parler de différentes appellations. On parle de soumission chimique. La soumission chimique, c'est l'administration d'une substance psychoactive à l'insu de la victime ou sous la menace, à des fins criminelles ou délictuelles. Donc ça, c'est vraiment la définition qui existe depuis toujours. Et donc, cette soumission chimique, c'est une surveillance qui a été mise en place par l'Agence nationale de sécurité du médicament de façon prospective et permanente depuis 2003. Donc ça fait effectivement un petit moment qu'on la suit.
Et je vais vous présenter ce qu'on regarde et comment on fonctionne. Depuis 2003, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même d'autres facteurs qui rentraient en compte, en particulier la vulnérabilité chimique, ce qui est la consommation volontaire d'une substance psychoactive, entraînant notamment des modifications comportementales et des troubles perceptifs qui rendent le consommateur plus vulnérable à une agression. Par exemple, si on reprend l'exemple de l'étudiante en soirée, elle a bu quelques verres chez ses copains, elle va en soirée, elle prend quelques shots, une bière ou deux, et donc elle a déjà une consommation d'alcool qui peut modifier ses perceptions et la rendre aussi plus vulnérable à une soumission chimique, mais également plus vulnérable aussi à une agression sexuelle ou physique. Ça peut être également le fait de fumer du cannabis, ça peut être également le fait d'être traité par des médicaments, notamment des benzodiazépines, qui vont là aussi pouvoir possiblement altérer les perceptions de la victime. On parlera aussi de suspicion de soumission chimique, puisque tant qu'on n'a pas la preuve qu'il y a eu administration d'une substance psychoactive, on ne peut pas parler de soumission chimique. Et je pense qu'on est très souvent devant une suspicion de soumission chimique. Et puis, vous avez dû entendre également parler des piqûres malveillantes. Alors, ça a fait le buzz il y a quelques années, on en entend toujours parler. Il y a eu pas mal d'informations dessus, donc des attaques à la seringue. Alors, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que comme on s'est plutôt rendu compte que ces piqûres n'étaient pas des injections de produits, finalement, ça ne rentrait pas dans le champ de la dictovigilance. Cependant, bien sûr, si au cours d'une piqûre malveillante, il y a injection de produits et qu'on se retrouve dans une situation de soumission chimique, ça rentrera dans un cas de suspicion de soumission chimique et ça rentrera dans l'enquête d'addictovigilance sur la soumission chimique. Alors, si jamais vous avez des questions, si vous êtes perdu, vous n'hésitez pas à m'interrompre, il n'y a aucun souci. Je ne l'ai pas proposé avant, mais n'hésitez pas. Alors, cette enquête soumission chimique, donc, pour rappel, elle existe depuis 2003. Elle est donc prospective, c'est-à-dire qu'on recueille au fur et à mesure les cas qui nous sont envoyés. Son objectif principal, c'est d'identifier les substances en cause dans l'usage criminel et délictuel. Il faut savoir que c'est une enquête qui est donc demandée par l'Agence du médicament. Donc, le rôle de cette agence, c'est de voir s'il n'y a pas un problème avec les médicaments qu'on pourrait éviter pour éviter une soumission chimique. Comme la NSM s'occupe aussi de tout ce qui est réglementation des stupéfiants, tout ce qui est drogue illégale rentre aussi dans ce cadre. Et si jamais il y a une substance qui circule, qui est impliquée dans la soumission chimique et qui n'est pas classée comme stupéfiant, ça peut être un signalement à la NSM avec un conseil d'éventuellement classer cette substance en stupéfiant pour réduire l'accès à la substance. Bon, ça c'est assez rare, même si on verra avec la GBL tout à l'heure que c'est un problème que l'on rencontre. Le recueil des cas se fait par le réseau des centres d'addictovigilance, mais en très forte collaboration avec les toxicologues analystes experts, donc qui reçoivent via les services hospitaliers, notamment les urgences médicales et surtout les urgences médico-judiciaires, des analyses à faire avec une fiche que je vais vous présenter, une fiche qui est anonyme,
mais avec des données qui sont quand même assez denses. Comme pour toute enquête d'addictovigilance, tous les centres d'addictovigilance participent au recueil des cas, mais c'est un seul centre qui va s'occuper de l'analyse des données et de la rédaction du rapport. Et pour l'enquête soumission chimique, c'est le centre d'addictovigilance de Paris qui est responsable de cette enquête. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la suspicion de soumission chimique. Donc, quand vous avez une victime, alors je veux dire une victime parce que on va voir aussi, c'est le plus souvent des femmes qui sont concernées, mais ça peut être également des hommes. Donc une victime, ça englobe les deux, donc je vais rester sur ce terme-là. Une victime vient vous voir en disant « je pense qu'on m'a mis quelque chose dans mon verre, il y a eu agression ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Donc le plus rapidement possible, il faut conseiller. Donc si vous la voyez en dehors d'une structure d'urgence, il faut conseiller à la patiente, à la victime, de faire un dépôt de plainte pour qu'il y ait une prise en charge médico-légale et une prise en charge des analyses toxicologiques. Pour savoir, parce que en fait la question c'est, je pense qu'on a mis quelque chose dans mon verre ou dans ma nourriture, hein, parfois ça peut être aussi à domicile, quelqu'un que vous connaissez qui arrive avec un gâteau dans lequel il a mis des produits, et ça peut être aussi un moyen de faire de la soumission chimique. Donc il est nécessaire il est important pour la victime de savoir si oui ou non elle a reçu quelque chose qui a altéré ses fonctions cognitives et qui a peut-être été à l'origine de l'agression qu'elle a subie. Alors, quand il y a une agression qui suit cette suspicion de soumission chimique, le dépôt de plainte est entre guillemets facilité parce qu'il y a une agression vraiment validée. Ça peut être beaucoup plus compliqué de déposer plainte lorsque on a juste l'impression qu'on a eu quelque chose dans son verre, mais que au final on avait sa bande de copains sur place qui nous a protégés et qui a empêché qu'il y ait une agression par la suite. Ça reste quand même toujours traumatisant pour la victime de se dire j'ai perdu toutes mes facultés après avoir consommé un verre. Donc, on essaye d'insister sur le dépôt de plainte. Parfois, ça peut être juste une main courante, mais s'il n'y a pas de plainte, il n'y aura pas de prise en charge des analyses toxicologiques. Donc ça, c'est vraiment un des problèmes que l'on a dans la soumission chimique. Après le dépôt de plainte, il faut absolument une consultation médicale qui peut être faite aux urgences, notamment dans les centres hospitaliers en dehors du CHU de Bordeaux, ou dans des structures spécialisées, comme par exemple au CHU de Bordeaux, on a le COVA. Cette consultation médicale, elle doit être menée avec un interrogatoire qui doit être complet et précis, avec notamment les dates, la chronologie, quand est-ce qu'on pense avoir été soumis chimiquement, quand est-ce qu'il y a eu une agression, est-ce qu'il y avait d'autres substances qui avaient été consommées, est-ce qu'il y a des traitements qui sont en cours, est-ce que vous aviez
Excusez-nous, on a un petit problème technique. L'intervenante a été déconnectée. On est en train d'essayer de la joindre pour qu'elle se reconnecte. Alors, on est désolé, nous avons un problème technique puisqu'on n'arrive pas à avoir notre oratrice. Vous pouvez, Ok. Ok. Bon, je suis là. D'accord. Je remets mes diapos. Désolée. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est parfait. On vous entend et on voit votre diapo. On était là, non? oui, moi je pense, oui. Le dépôt de plainte, les consultations médicales, oui. Voilà, donc donc ça c'était, vous l'aviez vu ça? Ça ne me semble pas. Donc c'est en fait ce que je disais, c'est que quand
Quand vous êtes dans un hôpital périphérique, les laboratoires d'analyse, les laboratoires, les services de biologie qui sont dans les centres hospitaliers périphériques n'ont pas forcément les moyens matériels d'identifier les substances qui peuvent être impliquées dans la soumission chimique. Donc, ce qui est conseillé, c'est de faire les prélèvements, de les envoyer à son laboratoire, le laboratoire de son hôpital, en demandant à ce qu'il se soit envoyé dans un laboratoire spécialisé pour pouvoir faire des analyses extrêmement complètes. Et ce que je disais également, c'est que dans la mesure du possible, il faut signaler au centre d'addictovigilance de sa région. Ça, c'était l'exemple du bon de commande au CHU de Bordeaux. Alors, ça va varier, bien sûr, d'un centre hospitalier à l'autre. Donc, il est assez compliqué. C'est un recto verso. C'est vraiment que pour la pharmacologie et la toxicologie. Ce qui est vraiment important d'avoir, c'est les dates de prélèvement, l'heure de prélèvement, pour que on puisse évaluer si le prélèvement a été fait le prélèvement a été fait tout de suite après la suspicion de soumission chimique ou plusieurs jours après ou combien d'heures après. Et on va voir tout à l'heure que le délai est très important parce qu'on est sur des substances qui sont volatiles et qui peuvent s'éliminer extrêmement rapidement. Toujours important, même si là, c'est pas tout à fait, c'est vraiment pour le suivi thérapeutique, mais c'est quand même important de mettre le maximum de renseignements cliniques aussi et les traitements associés si la victime en prend. Et puis, donc, vous avez ici, en tout petit, et moi-même, j'ai eu du mal à la retrouver, une case à cocher pour la soumission chimique. Donc, pour le CHU de Bordeaux, si jamais vous avez une suspicion de soumission chimique, sur le bon de demande de pharmacologie, vous avez à cocher uniquement cette case soumission chimique et lancer la batterie classique de ce qu'on va rechercher dans une soumission chimique. Donc, ce que je disais, c'est qu'il peut arriver que la victime vienne d'abord aux urgences avant de porter plainte. Comme on est sur des substances qui vont s'éliminer rapidement, c'est délicat de dire à la victime, bah, écoutez, là, vous allez porter plainte et après, on s'occupe de vous et on fait les prélèvements, parce que le temps qu'elle se décide à aller porter plainte, qu'il y ait plainte, qu'elle soit obligée de discuter pour dire mais si, il faut que vous preniez ma plainte, etc. Et parfois, c'est pas facile, même si je pense que c'est en amélioration. Il est quand même conseillé de réaliser les prélèvements en double. D'une part pour l'examen clinique classique, alors que vous pouvez faire ou que vous ne pouvez pas faire, parce que bien sûr, ces examens biologiques ont un coût. Et vous pouvez également faire des prélèvements à titre conservatoire qui seront éventuellement utilisés après que la victime ait porté plainte. Donc, une fois qu'elle est venue aux urgences ou en consultation, que vous avez fait l'examen, que vous avez fait l'interrogatoire, etc., vous lui dites, maintenant, vous allez porter plainte et les prélèvements seront faits et le plus proche possible de la suspicion, du moment de la suspicion de soumission chimique. Alors ça, c'est un extrait de notre protocole de soumission chimique et on voit que ce qui était mis à l'époque, c'était que ces prélèvements devront être, si possible, réalisés devant un officier de police judiciaire. Donc, ce n'est pas toujours évident de faire ça aux urgences. Et ça, c'est une question qui nous revient beaucoup maintenant, puisque c'est vrai que nous, on a toujours connu la soumission chimique, on en parle beaucoup plus. Tout à l'heure, le docteur Berger me demandait si on avait plus de cas. Non, on n'a pas forcément plus de cas depuis le procès Pellicot. En revanche, on a peut-être plus d'appels de jeunes qui nous disent je pense qu'on m'a mis un truc dans mon verre, alors que peut-être qu'avant, ça se faisait moins, peut-être qu'avant, on se posait moins la question, et que, fort heureusement, on a des situations, comme je vous le disais tout à l'heure, où il n'y a pas d'agression après cette suspicion de soumission chimique. Et dans ces cas-là, c'est assez compliqué de mettre en place des prélèvements toxicologiques.
Alors, je vous disais, oui, j'ai insisté sur le délai par rapport aux analyses. Donc, il faut vraiment rappeler que les analyses doivent être faites le plus rapidement possible après l'épisode de soumission chimique, parce qu'on a des substances qui s'éliminent très rapidement. Le GHB, alors on le verra tout à l'heure un petit peu plus en détail, c'est 4 à 6 heures dans le sang, c'est 8 à 10 heures dans les urines. Le zolpidem, le Stilnox, qui a été le numéro 1 dans la soumission chimique, c'est 17 heures dans le sang et 36 à 60 heures dans les urines. Bon, ça peut être plus long si on va chercher les métabolites. Et l'ecstasy, c'est 8 heures dans le sang, 72 heures dans les urines. Donc c'est vrai que quand les patients arrivent aux urgences, c'est sang et surtout urine. Mais il peut arriver que les victimes arrivent trop tard et on est hors délai pour pouvoir identifier ces substances. Il nous reste la possibilité de rechercher les substances dans le cheveu. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Votre cheveu est un témoin de ce que vous consommez comme produit, comme substance psychoactive. Votre cheveu, il pousse tous les mois, enfin tous les jours d'ailleurs, mais en un mois, il pousse de 1 cm. Si juste après une soumission chimique, vous arrivez aux urgences et vous demandez à ce que vous demandez à ce qu'il y ait un prélèvement de cheveux, ça servira à rien, puisque en fait, le produit consommé sera toujours dans le bulbe du cheveu, et on ne pourra identifier cette substance prise à ce temps précis que lorsque le cheveu aura poussé. Donc, si on veut faire des analyses toxicologiques dans le cheveu, il faut faire revenir la victime dans les 3 à 5 semaines après les faits supposés pour pouvoir lui prélever une mèche de cheveux. Alors, ce prélèvement, il se fait, vous voyez, c'est une petite mèche de cheveux, hein, c'est pas une grosse touffe de cheveux. Ça se fait avec des ciseaux, hein, on n'arrache pas le cuir chevelu. Ça se fait plutôt à l'arrière du crâne pour que ça ne se voit pas et que ça fasse pas un trou, mais comme il n'y a pas beaucoup de cheveux qui sont pris, ça se voit pas énormément. Et lorsqu'on va couper le cheveu, on va repérer la partie la plus proche du crâne, la partie la plus éloignée du crâne, et le cheveu va être coupé en petits segments qui vont, donc le plus près du crâne, ce sera les faits les plus récents, et suivant les mois, vous aurez d'autres segments de cheveux. Donc quand vous avez, et je pense que c'est notamment dans vos centres, où vous voyez des victimes à distance, ça peut être là un moyen de réaliser des analyses toxicologiques, bien sûr toujours avec un dépôt de plainte, parce que là c'est encore plus onéreux que les analyses toxicologiques dans les sangs et les urines. Et ce qu'il faut conseiller aux victimes, c'est d'éviter les traitements capillaires, que ce soit la coloration ou les défrisages, ou d'autres. Alors, l'enquête soumission chimique, on va s'intéresser à 3 critères. Est-ce qu'il y a une agression ou une tentative d'agression qui a été signalée ou suspectée? L'utilisation d'une substance psychoactive identifiée ou suspectée, et des données cliniques et une chronologie des faits compatible avec la pharmacologie de la substance utilisée. On va, en fonction de ce qui nous aura été déclaré, imputer, c'est-à-dire donner une responsabilité au cas, une imputabilité vraisemblable ou une imputabilité possible. Une imputabilité vraisemblable, c'est lorsqu'il y a vraiment une agression ou une tentative d'agression qui a été documentée par le dépôt de plainte ou un témoignage. Une substance psychoactive qui n'a pas été consommée volontairement par la victime, mais identifiée par une méthode analytique fiable. Donc pas les bandelettes urinaires qu'on utilise aux urgences, qui font beaucoup de faux positifs, ou de faux négatifs, et des données cliniques et une chronologie compatible avec la pharmacologie de la substance. Si on n'a pas ces critères-là, on va parler d'imputabilité possible, et c'est difficile de conclure. Donc c'est vrai que dans nos résultats sur la soumission chimique, on va surtout s'intéresser
à ces imputabilités vraisemblables. Alors ça, j'aurais dû le mettre avant. Ici, vous avez le questionnaire, donc c'est un recto verso, je vous ai mis que le recto, le questionnaire de l'enquête soumission chimique, où donc on a le lieu d'origine, le médecin qui a examiné, le toxicologue analyste qui a fait les analyses, l'origine du cas avec la date, les circonstances, est-ce qu'il y a eu un dépôt de plainte, est-ce que c'est un homme, une femme, est-ce qu'il y a un traitement en cours, quels sont les traitements en cours, est-ce que la victime consomme des stupéfiants, si oui, lesquels, et vraiment sans aucun jugement, hein, mais c'est important de savoir que oui, elle a consommé du cannabis, non, elle n'a pas consommé de MDMA et pourtant retrouve de la MDMA dans son sang, dans ses urines, dans ses cheveux. Est-ce qu'il y a eu une prise de médicaments après l'agression? Ça, c'est assez important pour les benzodiazépines aussi qui sont pas mal impliquées dans la soumission chimique. Est-ce qu'il y a eu une agression sexuelle, un vol ou autre? Quels sont les agresseurs? Est-ce qu'il est connu de la victime? Est-ce qu'ils étaient plusieurs, etc. Voilà. Et sur le verso de la fiche, vous avez tout ce qui est analyse toxicologique. Ici, vous avez les résultats de l'enquête 2022. C'est ceux que je vais vous présenter assez brièvement, mais je pourrais vous faire passer cette plaquette de résultats. Alors, on est sur les résultats de l'enquête 2022. Normalement, le mois prochain, on aura ceux de l'enquête 2023 qui est en train d'être finalisé. Donc, je vous les ferai passer également. On a toujours, malheureusement, pas mal de décalage puisque ça prend beaucoup de temps d'analyser tous les cas. Donc, on a beaucoup de nos enquêtes nationales qui sont avec un décalage de 1 ou 2 ans, voire 3. Donc, en 2022, c'est clair que on a eu quand même une augmentation des signalements tout venant. Vous voyez ici, c'est les signalements qu'on a reçus au niveau national. On avait moins de 400 signalements en 2010, on en a 1229 en 2022. Cependant, si on regarde un petit peu quels sont les types de signalements qui nous sont faits, on voit que donc en rouge, les suspicions, les soumissions chimiques vraisemblables, donc celles pour lesquelles vraiment on sait ce qui a été administré à la personne, restent relativement stables, allant de 8% en 2022 à 15% en 2017. Et ce qui va surtout être en augmentation, c'est les cas de soumission chimique possible, c'est-à-dire les suspicions de soumission chimique pour lesquelles on va se poser la question, mais on n'arrivera pas à trouver de produit ou les analyses n'auront pas été réalisées correctement, etc. Et on ne pourra pas valider ces cas. On voit également que, donc en vert sur ce graphe, vous voyez les vulnérabilités chimiques. Bon, à part pour 2022, il y a quand même une augmentation. Donc, c'est ce que consomme volontairement la victime, que ce soit des médicaments ou d'autres substances psychoactives, et on va les voir en détail tout à l'heure. Donc, on va surtout voir les 97 cas de soumission chimique vraisemblables qui concernent des adultes pour 82 cas et des enfants dans 15 cas. Donc, ces adultes, c'est majoritairement des femmes, donc dans plus de 80%. Des femmes qui sont plutôt jeunes, hein, puisque l'âge médian est de 28 ans, avec des extrêmes qui vont de 15 ans à 90 ans. Alors, chez les personnes âgées, ça peut être malheureusement là aussi des agressions sexuelles. C'est quand même plus souvent des détournements d'héritage qui peuvent être, pour lequel la soumission chimique est également utilisée. Les vecteurs, c'est-à-dire comment est utilisée comment est-ce qu'on administre la substance à l'insu de la victime. C'est souvent des boissons alcoolisées, le plus souvent des boissons alcoolisées, souvent en contexte festif, des boissons non alcoolisées également. Ça peut être des aliments, comme je vous le disais tout à l'heure, ou alors ça peut être des cigarettes roulées. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe notamment dans l'océan Indien, où on a la circulation de produits qui s'appellent la chimique, qui se présentent sous la forme de cigarettes et qui
parfois sont donnés comme une cigarette et au final, c'est des cannabinoïdes de synthèse, donc des produits qui vont mimer le THC et qui peuvent être à l'origine d'agressions par la suite. Les cas survenus chez des enfants, il y en a 15. Dans la majorité des cas, là aussi, c'est des petites ou des jeunes filles. L'âge médian est de 13 ans et l'âge allait de 9 mois à 14 ans. Donc, vous voyez qu'il y a quand même, dans les adultes, on a mis les mineurs de plus de 15 ans. Les analyses toxicologiques, donc elles ont été réalisées surtout dans le sang et dans les urines. C'est beaucoup plus rare dans les cheveux, mais je vous ai expliqué que c'est quand même plus compliqué, c'est à distance, c'est cher, il faut vraiment qu'il y ait un dépôt de plainte. Et puis on a pu analyser également dans 3 vecteurs, donc dans ce que je vous expliquais, soit les boissons, soit les aliments. Et qu'est-ce qu'on observe comme substance? Les premières substances qu'on va identifier, c'est les substances non médicamenteuses. Vous voyez là, le rouge le plus sombre, c'est 2022. Donc, en première position, depuis 2021-2022, ce sont les substances non médicamenteuses dans lesquelles on va retrouver la MDMA et la cocaïne à égalité, le cannabis, le GHB-GBL, l'alcool et les nouveaux produits de synthèse. En deuxième position, et vous voyez que en 2018 et en 2017, on retrouvait les médicaments en première position avec les benzodiazépines. Et à l'époque, en 2017-2018, c'était le zolpidem qui était la benzodiazépine la plus retrouvée dans la soumission chimique. Donc ça, je vous en parlerai tout à l'heure. S'il me reste du temps, vous n'hésitez pas à m'arrêter si je suis trop long, parce que je ne me rends pas compte du temps. Dans les médicaments, donc c'est surtout des benzodiazépines, avec le bromazépam, puis l'azopiclone, zopiclone au même titre que le tramadol, codéine, hydroxyzine, le diazépam au même titre que le zolpidem. On va également avoir des antihistaminiques H1 comme la doxylamine, qui est un antihistaminique H1 qui est disponible sans ordonnance. Et on voit qu'il est souvent utilisé, alors peut-être plus dans l'enquête 2021 que 2022, mais on le rencontre assez souvent. Et puis, depuis quelque temps, vous voyez ici dans les gabapentinoïdes, on les voit émerger et en augmentation depuis quelques années. C'est notamment on va retrouver notamment la prégabaline, donc le Lyrica, qu'on va retrouver plutôt chez il y a 2 cas qui sont assez interpellants, c'est 2 jeunes filles en errance. Et c'est la population, hein, les jeunes en errance, c'est la population qui est consommatrice de prégabaline. Donc, c'est 2 jeunes filles en errance qui sont très probablement dans un processus de prostitution et qui décrivent une agression sexuelle et physique dans le cadre d'un embrigadement comme un rite de passage vers la prostitution. Le protoxyde d'azote n'apparaît pas, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. C'était une demande du docteur Berger et je vous expliquerai pourquoi. Donc vous voyez qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a 6 cas de soumission. Amélie, je me permets juste de vous couper, on va se dire encore une dizaine de minutes et il sera 18h15 pour qu'on puisse se laisser un petit quart d'heure pour les questions parce qu'on voit arriver des questions sur le chat. D'accord, je vais très vite. Ok. 6 cas de soumission chimique vraisemblable en Nouvelle-Aquitaine, ça semble très peu. C'est vrai que les gros, c'est Hauts-de-France et Île-de-France avec plus de 30 cas. Il faut savoir quand même qu'en 2022, on avait reçu une cinquantaine de cas, de suspicion de cas de soumission chimique et seulement 6 ont été retenus comme cas vraisemblables. Les médicaments, j'en ai parlé. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, donc ça c'est les cas de vulnérabilité chimique. Vulnérabilité chimique, en fait ce qu'on va retrouver, c'est la présence d'alcool et de cannabis dans pratiquement 90% des cas de vulnérabilité chimique. Et c'est vrai que ça a fait se poser en question les cas de binge drinking, avec les risques souvent méconnus de troubles du comportement, de blackout, de vulnérabilité en lien avec l'alcool. Il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de choses à creuser encore sur ce point-là.
On pense souvent que l'alcool, je sais qu'il y a beaucoup de médecins légistes, d'urgentistes, même moi parfois, où on se dit, bon ben, l'alcool a pu peut-être suffire. Et on a quand même des témoignages qui montrent qu'il y a peut-être autre chose. Donc, d'où l'importance de réaliser le plus souvent des analyses toxicologiques pour pouvoir aller voir s'il y a autre chose que l'alcool et avec des méthodes analytiques poussées pour voir si c'est ce qui a été vraiment administré. Juste les messages clés. Donc, importance d'une recherche toxicologique rapprochée des faits, puisqu'on voit qu'il y a une augmentation de la soumission chimique possible. Le GHB n'est pas la drogue principalement utilisée. Contrairement, on l'appelle la drogue du violeur, mais ce n'est pas celle qu'on retrouve dans la majorité des cas de soumission chimique vraisemblable. Alors peut-être parce qu'on ne la recherche pas assez. Ce n'est pas uniquement qu'en milieu festif, ça peut être aussi à domicile. Les victimes ne sont pas que des femmes, même si c'est dans 80%. Ce ne sont pas uniquement des agressions sexuelles, ça peut être également des vols ou des détournements d'héritage. Et les auteurs de soumission chimique peuvent être des personnes connues des victimes. Et justement, il ne faut pas hésiter à, lors du dépôt de plainte, à déposer plainte contre quelqu'un qu'on suspecte ou contre X si on ne sait pas qui c'est. En focus, protoxyde d'azote, je vais aller très vite. On a vu une augmentation du détournement de ce gaz à usage médical, mais également qui est comme un gaz utilisé comme propulseur pour faire des espumas et de la crème chantilly, donc ces petites capsules. On a vu une évolution de la consommation et on est passé à des grosses bonbonnes de cette taille-là. On ne peut pas identifier le protoxyde d'azote dans l'enquête soumission chimique parce que c'est un gaz. Et donc, on ne peut pas le voir, il est extrêmement volatile, on ne le voit pas dans le sang, on ne le voit pas dans les urines, on ne le voit pas dans les cheveux. En revanche, on peut le voir dans les cas de soumission chimique, dans l'enquête soumission chimique, on voit des cas de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on va retrouver une consommation de protoxyde d'azote chez les consommateurs, ou des bonbonnes qui vont être retrouvées sur les lieux où a eu lieu la soumission chimique. Quand on regarde l'enquête protoxyde d'azote, donc qui est basée sur la notification spontanée, on a des choses qui sont un peu perturbantes, depuis 2020, on voit des mentions de pratiques de prostitution pour financer les consommations de protoxyde d'azote, ou alors une proportion de femmes en augmentation qui disent consommer à la suite de violences dans le cadre de prostitution. Donc il y a également quand même certainement une utilisation du protoxyde d'azote en soumission chimique ou en vulnérabilité chimique. GHB, GBL, il faut savoir que le GHB, je vais très vite, mais le dernier bulletin d'addictovigilance est sur le GHB, GBL, donc je vous l'enverrai également et vous pourrez le lire à tête reposée. Le GHB, c'est un produit qui est stupéfiant, qui normalement est très difficilement, qu'on peut très difficilement obtenir. En revanche, il existe c'est leur précurseur, c'est le GBL et le 1,4-BD, qui, lorsqu'ils sont consommés, peuvent se transformer dans le sang en GHB. Le GHB, on l'a vu tout à l'heure, une demi-vie extrêmement rapide, donc il s'élimine très très rapidement. Et on a des effets qui vont du vertige à une dépression respiratoire avec un coma, et qui passent par une euphorie, une désinhibition, une amnésie. Et donc ça en fait à la fois un produit qui est utilisé comme produit psychoactif, notamment dans le chemsex, mais également utilisé dans la soumission chimique pour ses effets désinhibiteurs et amnésion. Le problème, c'est qu'il y a un risque très important de surdosage, avec donc coma et dépression respiratoire et risque de décès. Si on regarde la soumission chimique, entre 2018 et 2022, il y a eu 16 cas. Donc, ça reste quand même assez stable, même si ce n'est pas beaucoup. On a un sexe ratio à 1. Donc, ça veut dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes pour lesquels on retrouve du GHB ou de la GBL. Donc, on pense que c'est très certainement en lien avec un usage dans le cadre du chemsex. C'est souvent, le GHB a été la seule substance identifiée, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu obtenir les vecteurs qui ont pu être utilisés. Mais quand même, dans 4 cas, on a pu retrouver que c'était de la GBL. Et
chose qui est quand même assez rare, c'est que dans 4 cas, il y a eu une hospitalisation après soumission chimique pour, comme je vous le disais, du fait de ce risque de surdosage très rapide avec ce produit. Donc ça, c'est le bulletin que je vous ferai joindre et pour lequel vous pouvez vous abonner. Les benzos, ça a été, donc le zolpidem, ça a été le numéro 1 dans la soumission chimique. Et c'est pour ça qu'en plus, quand vous reprenez notre marguerite de tout à l'heure, il y avait plein de signaux qui montraient qu'il y avait un problème avec le zolpidem. Et c'est pour ça qu'on a fait remonter ces problèmes à la NSM qui a pris la décision de mettre le zolpidem sur ordonnance sécurisée. Le clonazepam, lui, il était un peu avant le zolpidem en numéro 1, et j'ai quasiment fini, en numéro 1 dans la soumission chimique aussi. Lui aussi a eu ses conditions de prescription et délivrance modifiées pour restreindre sa prescription. Et surtout, il existe sous solution buvable et il a été ajouté en 2012 un colorant bleu pour alors dans le whisky coca, ça ne va pas trop fonctionner, mais dans le jus d'orange, si on met du rivotril, on va avoir une coloration qui va apparaître. Donc, je vais vous parler des perspectives. C'est une page de l'Agence du médicament. C'est écrit en tout petit, donc je vous ai grossi ce qui m'intéressait. C'est que l'Agence va remettre en place quelque chose qu'on avait déjà fait avant le Covid, c'est-à-dire essayer de vraiment travailler comme ça a été fait sur le clonazepam, réfléchir aux médicaments qui sont impliqués dans la soumission chimique et voir comment modifier les galéniques comme ça a été fait pour le clonazepam ou modifier les conditions de prescription et de délivrance pour éviter que des médicaments puissent être utilisés dans la soumission chimique. Donc ça, c'est des choses qui vont être en évolution. Voilà, donc nous sommes là, comme je vous le disais tout à l'heure, pour répondre à vos questions. Si vous voulez signaler un cas, si vous voulez vous abonner au bulletin, donc vous aurez les diapos avec les coordonnées du centre d'addictovigilance de Bordeaux et des départements d'outre-mer pour la Nouvelle-Aquitaine Sud et les coordonnées du CEIP de Poitiers pour la Nouvelle-Aquitaine Nord. Et pour les autres, n'hésitez pas à aller sur notre site addictovigilance.fr où là, vous aurez également toutes les coordonnées des centres d'addictovigilance. Puis sinon, vous pouvez me demander également, je saurai vous orienter au mieux. Voilà, j'ai terminé. Eh bien, merci beaucoup, Amélie. On est dans les temps. Je tiens vraiment à vous remercier pour cette nouvelle intervention ô combien complète et détaillée. Et je pense qu'elle a éclairé, au vu des commentaires sur le chat, bon nombre de participants. Alors, on a quelques questions. Le planning familial. Alors, si vous voulez, soit je répète les questions que vous avez mises dans le chat, soit sinon, vous pouvez bien évidemment ouvrir votre caméra et poser la question à Amélie directement. En tous les cas, il y avait une question du planning familial sur le fait de savoir si l'on pouvait déclarer quand on était conseillère conjugale et familiale ou animatrice de prévention d'une structure hors soins telle une association. Est-ce que les collègues du planning veulent compléter? Ils ne peuvent pas. Non, alors Fanny nous dit non, ils ne peuvent pas. Donc, c'est moi qui me fais leur porte-parole. Alors, je pense que oui, bien sûr. Il faut. La déclaration, elle est ouverte à tout le monde. J'ai mis sur la dernière diapo, vous avez le portail des signalements des événements indésirables et dans lequel il y a un peu caché, mais on la trouve, l'addictovigilance, et vous pouvez tout à fait utiliser ce créneau-là pour déclarer des cas. Vous pouvez aussi nous appeler, parfois ça permet de discuter. Oui, tout le monde, la déclaration, elle est obligatoire pour les professionnels de santé, mais tout le monde peut déclarer. Ça peut être un patient, ça peut être quelqu'un du planning familial. Et si vous avez des questions aussi pour savoir comment orienter une victime, vous pouvez tout à fait nous appeler dans ce cadre-là. On est là pour répondre aux questions et on est là pour recevoir vos déclarations. OK. Dans tous les cas, Fanny Vaillant mettra votre adresse mail, Amélie, à l'ensemble des participants pour qu'ils puissent faire lien, s'adresser à vous aussi, comme on en a parlé tout à l'heure, pour
s'ils souhaitent recevoir le bulletin d'addictovigilance que vous publiez régulièrement et qui est fort intéressant. Donc ça, Fanny Vaillant fera le lien. Et on fera aussi, on le notera dans la prochaine newsletter du CRP pour que ça soit connu au niveau du Sud Nouvelle-Aquitaine. Il y a Madame Christine Chapuis qui demande, pouvez-vous lister l'ensemble des structures spécialisées en plus des urgences dans chaque département? Alors là, ça risque d'être un peu long. Alors non, mais je pense que alors là, non, je ne peux pas le lister aujourd'hui parce que je ne les ai pas toutes en tête. Normalement, il n'y en a pas énormément. On a vraiment la chance d'avoir le COVA à Bordeaux. Mais normalement, tous les services d'urgence devraient être aptes à réaliser ce type de procédure. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres structures spécialisées, en tout cas en Aquitaine Sud. Mais je vais me renseigner, et notamment auprès des médecins légistes, pour savoir un petit peu comment ça se passe. De toute façon, moi, ça fait un moment que je voulais me rapprocher des légistes des autres, au moins d'Aquitaine Sud. Oui, et je me renseignerai aussi auprès de ma collègue de Nouvelle-Aquitaine Nord pour savoir si elle a des choses là-dessus. Dans tous les cas, pour ceux qui suivent le webinaire, dans l'annuaire qui est sur le site des 2 CRP, dans l'annuaire des ressources, qui a été fait sous l'égide de Fanny Vaillant en partenariat avec l'ensemble des professionnels intervenant dans le champ du trauma, mais aussi des violences sur la Nouvelle-Aquitaine, il y a le référencement de toutes les structures de médecine légale du Nord et du Sud Nouvelle-Aquitaine auxquelles vous pouvez vous adresser pour avoir ce genre de renseignements. Ça fait partie effectivement des structures, au même titre que les consultations de psychotraumatologie que nous avons référencées. On a référencé les UAPED et on a référencé aussi les UMJ. Donc, vous pouvez, pour chaque département, trouver les coordonnées de ces structures-là afin de les contacter. Je vois également la deuxième question de Madame Chapuis. Je ne sais pas non plus s'il y a des possibilités de déposer plainte dans un établissement de santé. De ce que j'ai cru comprendre, je pense qu'il y a des établissements de santé qui mettent ça en place. Je pense qu'il faut voir avec chaque établissement de santé. Mais là, j'ai pas la réponse. En tous les cas, c'est dans la loi. Ça c'est dans la loi. Les établissements doivent s'organiser et signer convention avec la justice et avec les forces de l'ordre pour qu'il y ait un dépôt de plainte au plus près du lieu auquel se situe la victime et donc parfois en hospitalisation. Et donc, de plus en plus, ça se déploie et ça donne lieu à des conventions santé, police, justice dans les établissements de santé en général. En tous les cas, au CHU, je pense que c'est en cours, à Poitiers aussi. Et nous, à Périns, on organise effectivement des dépôts de plainte au sein même des unités pour les femmes victimes de violences ou après des agressions sexuelles ou des viols ou autres. On essaye de voir ça directement avec les forces de l'ordre. Les policiers viennent faire une prise de dépôt de plainte ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a beaucoup de merci. Vous êtes beaucoup remerciés, visiblement. C'était super. Tout le monde a trouvé ça. Je fais défiler. Je vois. Je ne sais pas si vous voyez, Amélie, mais en tous les cas, oui, je vois. Tout le monde est très, très content. J'avais l'impression de monopoliser la conversation quand même. Mais... Ce serait très aidant pour les victimes par rapport au dépôt de plainte. Possible depuis 2021 dans la prise en charge des vifs. Donc, c'est ce que l'on disait effectivement. Important pour la parole. Toutes les deux remerciées. J'en ajoute un merci. Merci pour ces apports. Nous sommes au bout des commentaires et des questions, je pense. Est-ce qu'il y en a d'autres à venir? Est-ce qu'il y a des choses encore auxquelles vous pensez que vous souhaiteriez poser à Amélie comme question, en sachant que de toute façon, comme vous aurez ses coordonnées, vous pourrez bien évidemment l'interpeller ou la solliciter si nécessaire, si dans votre pratique, à un moment donné, vous en avez besoin.
Eh bien, écoutez, je pense qu'on va être dans les temps et s'arrêter là. Je vous rappelle à toutes et à tous que nous organisons le 4e congrès de psychotraumatologie des CRP de Nouvelle-Aquitaine les 6 et 7 novembre 2025. Nous le co-organisons et Fanny va le mettre à l'écran, va partager le programme à l'écran pour que vous puissiez le voir. Nous le co-organisons cette année avec le CHU de Bordeaux et tout particulièrement le professeur Patrick Dehaye, qui est professeur en MPR, c'est-à-dire en médecine physique et réadaptation. Le thème, c'est la tête et les jambes liées pour la vie. Et donc, on va aborder aussi cette année le trauma, pas que sous l'angle des violences, mais aussi sous l'angle des accidents de la vie qui vont abîmer le corps, le mettre à mal, comment on dépasse ça, comment on se reconstruit, est-ce qu'il y a des spécificités au niveau des prises en charge. Donc, on va commencer à parler de la mémoire et de la résilience parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette année, ce sera une année un peu particulière et le mois de novembre sera un mois particulier puisque ça sera les commémorations des attentats de Paris de 2015, mais ça sera aussi 30 ans après les attentats de 95 qui ont eu lieu à Paris et qui ont commencé en fait à structurer la prise en charge de l'urgence médico-psychologique, puisque 95 sous Chirac, la création des CUMP, 2015 après les attentats sous Macron en 2018, la création des CRP et la structuration des filières de soins. Et donc, on va rappeler ce que c'est que le trauma, une pathologie de la mémoire, mais aussi il y aura le Francis Eustache qui va commencer à nous présenter des résultats de la cohorte qu'il a mis en place à Caen après les attentats sur la thématique de la mémoire. Et puis, on va essayer aussi d'avoir un abord un peu différent avec un philosophe qui s'appelle Éric Fiat et des grands témoins, Arthur Desnouveaux, qui est président de l'association Life for Paris, et Karine Boucher, qui est une championne de paragolf qui a été victime d'une tentative de féminicide. Donc, ça sera pour le jeudi, avec aussi une session sur les reconstructions quand le corps est traumatisé, quelles sont les reconstructions possibles, avec aussi l'intervention de notre collègue de Poitiers sur, après la résilience, finalement, qu'est-ce que c'est que la croissance post-traumatique et le retour d'expérience de nos collègues médecins militaires. Je vous laisse un peu regarder quand le corps traumatisé se remobilise et se reconstruit et se surpasse avec un champion de paranatation qui est notre voisin puisqu'il est de Pessac et qu'il a été médaillé olympique aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Et le maître de conférence, un de mes collègues psychiatres de Lille, ils vont intervenir l'après-midi. Et on finira par une table ronde un peu particulière sur comment devient-on un champion, avec effectivement le témoignage de Karine Boucher, Cécile Demode, qui est une escrimeuse paralympique, qui est en fauteuil roulant, et Geoffroy Mouchberg, qui est un de nos collègues du CHU, et qui, lui, est champion de parasurf. Le vendredi, on va parler cérébrolésions. On parlera aussi de la spécificité des traumas crâniens chez les enfants victimes de maltraitance. On va aussi attirer l'attention de tout le monde sur finalement, est-ce que être pris en charge dans une unité de réanimation, est-ce que être pris en charge en réa, ça peut entraîner du psychotrauma avec deux témoins, enfin deux professionnels, un regard croisé entre psychologues et praticiennes de MPR, puisque nous commençons, nous, au niveau du CRP, à voir arriver des TSPT post-réanimatoires. Et enfin, le vendredi après-midi sera consacré aux victimes de violences. Nous aurons le plaisir d'accueillir Gata Atem Ganzer, qui est quand même notre collègue de gynéco qui a mis en place les maisons de femmes santé, en particulier celle de Seine-Saint-Denis. Et on évoquera les cérébrolésions post-strangulation chez les femmes victimes de violences. C'est un sujet un peu particulier, un peu pointu, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des cérébrolésions qui empêcheraient le rétablissement et qui empêcheraient finalement à ce qu'on puisse aller plus loin dans les soins que l'on leur prodigue? Et on aura deux regards un peu particuliers avec le sport pour les victimes de violences et en particulier nous qui sommes en bordure de l'océan Atlantique, le surf,
mais aussi une expérience que l'on est en train de mener au CRP de Bordeaux avec la mise en place d'un jardin sensoriel dont on vous fera retour. On fait un appel à projet cette année, donc je ne sais pas s'il y a des étudiants en psycho, des thésards en psychiatrie ou autres autour de la table, mais en tous les cas, vous pourrez nous soumettre pour un appel à proster vos projets de recherche. Et enfin, la DGOS, qui est la Direction générale de l'offre de soins, viendra présenter en avant-première le nouveau cahier des charges des centres régionaux psychotraumatisme, puisque notre cahier des charges et nos missions vont être revus et sont en cours de discussion au niveau du ministère. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire. Les inscriptions sont ouvertes et les places commencent déjà à partir. En 2023, nous étions pleins. Après les vacances d'août, en septembre, c'était liste d'attente. La soirée de gala aura lieu sur un rooftop de Bordeaux. Donc, on vous attend nombreux et vous pouvez vous inscrire auprès de l'IFAPS. Fanny vous mettra de toute façon tout ça dans le mail qu'elle va vous envoyer, mais ne tardez pas trop. Si vous voulez être des notes, ça permet de se rencontrer, ça permet de faire du lien sur le champ du trauma dans la région qui est la nôtre, dans un magnifique cinéma qui est celui du français. Moi, je vais remercier une nouvelle fois Amélie Daveluy pour ce regard croisé et finalement la découverte d'un nouveau métier, celui d'addictologue ou d'addictovigilance. Donc, mille merci à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt en sachant qu'il y a peut-être d'autres... je suis preneuse de doc depuis la deuxième année de découverte des consos. Merci pour les infos sur le prochain congrès. La victime est reçue à l'EMJ de Libourne, travaillant en protection de l'enfance. Avez-vous de la doc à ce sujet? Travaillant en protection de l'enfance, beaucoup de vulnérabilité chimique en lien avec les consos d'alcool excessive et de proto. Avez-vous de la doc à ce sujet, Amélie? Sur l'alcool, non, j'aurais pas grand-chose. Protoxyde d'azote, c'est ce que je vous ai dit, il y a un gros problème avec le protoxyde d'azote de toutes les façons. Et là, on a des documents d'information, mais plus de façon globale que vraiment sur la vulnérabilité chimique où, en fait, on commence à voir ce problème depuis peu, qu'il y a une utilisation dans la vulnérabilité chimique, mais il y a vraiment un problème avec le protoxyde d'azote depuis... autant on savait qu'il y a quelques années, c'était une consommation chez les étudiants de santé et sans trop de problèmes, autant on a vu depuis 2017, je dirais, et beaucoup plus récemment chez nous, qu'il y a une consommation maintenant qui n'est plus uniquement festive, mais qui est addictive, avec des complications neurologiques, cardiologiques, psychiatriques, et ces vulnérabilités chimiques ou ces consommations pour se protéger. Ouais. Oui, nous, on a des patientes, et moi, j'ai eu des patientes, c'est pour ça que j'avais interpellé Amélie sur ce sujet, qui reconnaissaient consommer du protoxyde d'azote après agression ou viol pour pouvoir avoir accès à une sexualité. Et je dois avouer que j'avais été assez stupéfaite de ce mode de mécanisme pseudo-dissociatif, va-t-on dire. Donc, j'avais demandé à Amélie un peu qu'elle puisse nous éclairer sur ce sujet. Est-ce que, Amélie, vous acceptez de transmettre votre PowerPoint en sachant qu'un PowerPoint, c'est quand même, je le rappelle, pour la personne qui l'a réalisé, un énorme travail et que ça ne peut pas être repris comme ça. Donc, je ne sais pas si Amélie acceptera ou pas et moi, je ne le diffuserai pas sans son accord. Ce que je peux faire, c'est peut-être pas le mettre sur le site, mais les personnes qui sont intéressées par le PowerPoint m'envoie un mail et je leur enverrai personnellement. Ok, on fera comme ça. Faire Il n'est comme pas ça. En circulation, mais au moins celles qui sont intéressées, celles et ceux qui sont intéressés, je vous enverrai le diaporama. Et puis, on a une dernière question. Pouvez-vous proposer un autre webinaire sur ce sujet? Est-ce qu'on referait quelque chose sur ce sujet-là, Amélie, finalement? Sur ce sujet, l'addictovigilance dans son ensemble ou la soumission chimique? Eh bien, c'est Madame Chapuis qui pose la question. Madame Chapuis, est-ce que vous voulez compléter dans son ensemble? Écoutez, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, ça fait partie de mes missions. Donc,
si vous avez des sujets qui vous intéressent, ça peut être les produits, ça peut être les nouveaux produits de synthèse, ça peut être plein de trucs. Moi, je suis avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, si vous souhaitez avoir un deuxième webinaire sur le deuxième semestre de l'année 2025 sur le sujet, n'hésitez pas à faire vos demandes auprès de Fanny Vaillant. On compilera ça et on croisera ça avec Amélie et on verra ce que l'on peut organiser. Du coup, on la remercie une nouvelle fois et on la remercie chaleureusement et je la remercie au nom de toutes les personnes qui étaient connectées et qui étaient encore fort nombreuses ce soir. Je vais vous souhaiter une fort belle soirée avec un rayon de soleil. Profitez-en bien. Bon repos à tous et puis à une prochaine fois et j'espère vous croiser au congrès de novembre. Belle soirée à vous. Au revoir. Merci pour tout. Merci. Au revoir. Au revoir.